Donc la première question légitime qu'on peut se poser sur le résidentiel, c'est est-ce que c'est le bon moment d'acheter du résidentiel? Effectivement, avec le contexte économique français, le contexte législatif aussi, on sait qu'on tape beaucoup sur le propriétaire en ce moment. Voilà, est-ce que finalement, on n'est pas dans un cycle un petit peu bas, il faudrait pas mieux qu'on attende pour repartir sur de résidentiel? Eh bien, on va voir ça tout de suite. D'abord, on va commencer un petit peu par le positif, les opportunités du résidentiel. On a une demande qui est structurellement forte en France. Effectivement, on est en pénurie de logements, c'est-à-dire que il y a beaucoup plus de demandes que d'offres actuellement sur le marché. Deuxième chose, et ça fonctionnera tout le temps, pour toujours, ça a toujours fonctionné, ça fonctionnera toujours comme ça, se loger reste un besoin primaire. Effectivement, on aura toujours besoin de se loger. Donc votre logement, que vous l'ayez dans une ville moyenne ou une grande ville, il faudra toujours loger les gens. Maintenant aussi, il y a une autre question. Voilà, tu habites dans une ville moyenne ou tu habites dans une grande ville. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux aller dans la ville d'à côté? Donc déjà, dans les grandes villes, on a une demande qui est quasi certaine. Voilà, vous avez un logement à louer dans une grande ville, en une semaine, 2 semaines maximum, si évidemment votre bien est dans un état, correct, vous êtes capable de louer. Donc si vous êtes certain de louer très rapidement, il y a pas forcément beaucoup de vacances locatives. Votre locataire dit qu'il part, en une semaine ou 2, vous allez retrouver un nouveau locataire et il y a pas de souci. Donc effectivement, c'est un actif qui est sûr, c'est un investissement. En tout cas, ce n'est pas une mauvaise décision. Maintenant, tu habites dans une ville moyenne. Tu dis: «Est-ce que j'investis dans ma ville moyenne ou est-ce que justement je pars dans cette grande ville pour avoir l'investissement qui est sûr, être sûr de louer et cetera?» Effectivement, dans ces villes moyennes, tu as un bien qui est rénové, qui est relativement bien décoré, qui est relativement bien positionné, sans forcément parler de, luxe, de douche à l'italienne et cetera. Non, non, juste quelque chose qui est propre. Vous allez trouver preneur. Parce qu'en fait, dans ces villes moyennes, la concurrence, c'est beaucoup, beaucoup de logements qui sont vétustes ou qui sont moyens. Vous vous positionnez juste un petit peu au-dessus. Voilà, c'est plutôt bien décoré, c'est plutôt bien rénové. Et il faut pas oublier également que dans les grandes villes, vous avez beaucoup plus de concurrence. Ben oui, effectivement, il y a beaucoup plus de locataires, il y a forcément beaucoup plus de propriétaires. Vous êtes dans une grande ville, il y a même des institutionnels, alors que dans les villes moyennes, c'est des plus petits marchés. Finalement, déjà, on voit quelque chose qui se dessine. On est vraiment très sûr sur de la grande ville. Maintenant, sur de la petite ville moyenne, il y a moyen aussi de s'en sortir quand même. On est sur quelque chose de beaucoup plus rentable qu'une grande ville, évidemment, hein. On n'est pas sur du patrimonial, on est plutôt sur du rendement. Également, au niveau du résidentiel, on a un gros levier qui peut être les travaux. Donc, soit tu as les compétences dans la rénovation, dans le gros œuvre ou même dans les travaux légers, hein, c'est largement faisable aussi, mais évidemment, la marge sera moins grande forcément. Ou alors, tu peux aussi avoir des compétences dans les DPE. Ouais, il y a certaines actions, si tu les connais, si tu arrives à les mettre en place de façon pas trop coûteuse, ils peuvent te faire gagner 1 à 2 lettres de DPE. Maintenant, attention, c'est à double tranchant. Si tu maîtrises, effectivement, il y a de gros gains qui sont capables d'être faits là-dessus parce que tu apportes vraiment une vraie valeur. Maintenant, on connaît tous l'histoire du gars qui s'est lancé dans l'immobilier, qui a voulu faire des travaux et en fait, la facture s'est présentée finalement beaucoup plus salée que prévu. Les travaux ont explosé le budget et en fait, un investissement qui était rentable au début s'est retrouvé complètement, voire déficitaire parce que justement ces travaux-là n'ont pas été maîtrisés ou pour X ou Y raison, on n'a pas prévu une petite marge, de surplus et d'augmentation du coût des travaux et au final on se retrouve avec quelque chose qui aurait pu être bien et qui est en fait catastrophique. Maintenant on a vu ce qui était possible de faire, les opportunités qui étaient accessibles en résidentiel. On n'est pas bête, on sait que toute opportunité vient avec des menaces, donc on va tout de suite venir analyser ces menaces-là. Première menace, tu en as peut-être entendu parler au niveau des grandes villes, c'est le plafonnement des loyers. Alors là, ça pose un vrai problème, déjà d'un point de vue libéral, on est d'accord, mais d'un second problème qui est moins émotionnel, moins, on va dire au niveau des valeurs. Là, il est très concret, il est très rationnel, il est très financier, c'est la suppression du levier principal du propriétaire qui est le loyer, effectivement. On vous enlève la possibilité d'augmenter vos prix. Vous vous dites dans un système entrepreneurial, dans toute entreprise, dans tout business, on vous supprime la capacité d'augmenter vos prix. Là, on sent bien que, toutes les alertes, toutes les alarmes sonnent au rouge. Soit vous mettez la clé sous la porte ou soit vous réfléchissez sérieusement à trouver une solution parce que c'est pas viable sur le long terme, on est bien d'accord. Donc soit tu pars simplement pas sur les grandes villes et tu pars sur des villes où il y a pas ce plafonnement de loyer. Après, tu te dis peut-être, oui, il y a des propriétaires qui ne respectent pas, ce plafonnement de loyer, qui en fait, font ce qu'ils veulent avec le loyer, l'augmentent et puis tant pis. Après, on bascule, on franchit la ligne rouge, la ligne, fiscale, la ligne réglementaire, mais c'est en tout cas pas une stratégie qui est viable, hein. On ne fait pas d'illégalité, ça n'a aucun sens. Et donc au final, on vous a retiré votre capacité d'augmenter vos produits. Il va falloir aller chercher et piloter les charges. Donc bon, quand on arrive sur un centre de profit à faire de l'argent parce qu'on arrive à piloter les charges et pas parce qu'on augmente les produits, il y a un sérieux problème de pérennité de l'entreprise qui va se poser. Le réglementaire ne s'arrête pas là puisqu'on arrive à un risque qui est lié à l'énergétique. Donc depuis le 1er janvier 2025, comme tu sais très bien, les logements classés
G sont interdits à la location et puis ça va pas aller en s'améliorant évidemment, F en 2028 et puis E en 2034. Donc voilà, on sait très bien que ça coûte très cher de passer un G en F, un F en E, un petit peu moins cher de passer un E en D, un D en C et puis par contre le B en A, là aussi coûte assez cher. Donc là, on voit qu'on n'est plus du tout sur quelque chose de théorique, d'hypothétique, on est dans le concret. C'est ce qu'on vit déjà depuis 1 an sur les logements classés G. Dernière chose qui fait grincer des dents, alors attention à ne pas basculer dans l'émotionnel. On sait qu'on est français, on sait qu'on n'aime pas les taxes, on sait qu'on aimerait en payer le moins possible, mais on ne réfléchit pas de façon émotionnelle, mais de façon rationnelle. La taxe foncière est une charge, c'est tout. L'objectif d'investissement immobilier, c'est ne pas forcément de réduire ses impôts, de réduire ses taxes, de payer le moins de charges possible et de payer le moins d'impôts possible. Sinon, je vous donne la meilleure solution pour ne pas payer d'impôts en France, bah, n'investissez pas en immobilier, n'investissez pas tout court, restez pauvre. Voilà. Là, vous êtes sûr de ne pas payer d'impôts. Pourquoi je l'ai mis en menace ici? C'est parce que la taxe foncière, tout simplement parce que l'indice sur lequel est basée cette indexation, l'IRL, augmente moins vite, augmente de façon moins importante que la taxe foncière. Donc ça va venir gratter lentement ta rentabilité sur le long terme. On va avoir une érosion lente de ton investissement et de ta marge. Et le problème, c'est que cette charge, elle est non pilotable. Hein. Tu ne gères pas, c'est pas toi qui fais les calculs de la taxe foncière. Tu peux à peu près t'imaginer qu'elle va augmenter l'année prochaine, de combien tu sais pas encore, mais tu ne peux rien y faire. Dernière menace sur le résidentiel, dernier inconvénient, souvent quand tu investis dans du résidentiel, les banques, donc on est au niveau du financement, vont te demander des garanties qui sont personnelles. C'est-à-dire que la dette ne va pas être portée par une structure opaque, par une structure juridique différente de toi, différente de ton nom propre, elle va être directement portée à titre personnel sur ta capacité d'emprunt. Donc forcément, ça va impacter négativement ta capacité d'emprunt futur. Donc peut-être que le premier projet résidentiel est finançable, effectivement. Par contre, quand tu vas aller toquer à la porte à nouveau de ton banquier, de ton conseiller, il va voir ta capacité d'emprunt à 30, 35, 40 maximum, maximum, maximum. Il va dire: «Non, c'est plus possible, on ne peut plus financer tes prochains projets». Et peut-être que tu te dis aujourd'hui: «Mais c'est pas grave, moi quand j'aurai ma capacité d'emprunt personnelle qui sera, au maximum, au taquet, c'est pas grave, je passe en structure, opaque, je passe en entreprise, je passe en société et là, les portes, vont me dérouler le tapis rouge quand j'arrive et puis vont me faire un grand sourire et vont financer tous mes biens». La réalité, c'est que ça se passe, un petit peu différemment. Un bien qui est porté par une structure, juridique opaque, donc par une société pas à titre personnel, est beaucoup mieux finançable, beaucoup plus facilement finançable quand ta capacité d'emprunt à titre personnel est proche de zéro que quand tu as dépassé les plafonds ou que tu es au plafond des 35. C'est un petit peu contre-productif, c'est un petit peu contre-intuitif, pardon, mais ça l'est.